à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du journal débridé. Me voilà aujourd'hui à Pékin sur la Grande Muraille de Chine. Allez, je vous emmène faire un petit tour. La Grande Muraille de Chine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, est l'un des monuments les plus emblématiques de l'humanité. Parmi les nombreuses sections accessibles au public, celle de Mutianyu, où je me trouve aujourd'hui, se distingue par son excellent état de conservation, la richesse de son histoire et l'harmonie qu'elle entretient avec le paysage montagneux environnant. Mutianyu est classé 5A, la note la plus élevée attribuée au site touristique par le ministère de la Culture et du Tourisme chinois. Et non, ça n'a rien à voir avec les andouillettes. Située à environ 70 km au nord-est de Pékin, la section de Mutianyu fut édifiée à l'origine sous la dynastie des Qi du Nord, au VIe siècle. Elle fut ensuite entièrement reconstruite au XVe siècle, sous la dynastie Ming, qui mena d'importants travaux de consolidation et d'extension de la muraille pour renforcer les frontières de l'Empire face aux invasions nomades. Ce qui distingue Mutianyu, c'est la qualité de sa pierre, la densité de ses tours de guet, plus rapprochées que dans d'autres sections, et son système de défense à double face, très rare sur la Grande Muraille. Cela signifie que les soldats pouvaient surveiller et défendre la muraille des deux côtés, une véritable forteresse suspendue dans les montagnes. Entourée de forêts denses et de montagnes escarpées, Mutianyu offre également un cadre naturel exceptionnel. En toute saison, les paysages y sont spectaculaires. Rénovée avec soin dans les années 1980, cette section de la muraille est aujourd'hui ouverte au public et dotée d'infrastructures modernes qui en facilitent l'accès, tels qu'un téléphérique et un sentier balisé. Elle constitue un exemple remarquable de préservation du patrimoine historique chinois, combinant authenticité architecturale et mise en valeur touristique raisonnée. En visitant Mutianyu, on comprend mieux l'immensité et la complexité de la Grande Muraille. Ce n'est pas seulement un mur défensif, c'est un témoignage vivant du génie militaire et de la volonté de tout un peuple. Alors, si vous prévoyez un voyage en Chine, ne manquez pas cette section unique de la muraille, Mutianyu, entre histoire, nature et aventure. En France, tout le monde a les yeux rivés sur le tapis rouge de Cannes. En Chine, c'est le panorama du cinéma français qui fait son show. L'édition 2025 a démarré en beauté le 26 avril à Pékin, avec une cérémonie d'ouverture haute en couleurs. Devinez quoi? J'étais l'animateur de cette cérémonie. Et sur scène, du beau monde. Les deux marraines de cette année, les fabuleuses Isabelle Huppert et Zhao Tao, mais aussi les réalisateurs Patricia Mazui, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, Martin Bourboulon et Daniela Elstener, la directrice générale d'Unifrance. L'édition 2025 propose une sélection de 10 longs métrages qui reflètent la richesse du cinéma hexagone. Grand nom du 7e art, jeunes talents à suivre de près et acteurs qu'on adore. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, ces pépites voyageront d'avril à fin juin dans 10 grandes villes chinoises. Shanghai, Nankin, Pékin, Wuhan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Canton, Shenzhen et Kunming. Vive le cinéma et cocorico! Après les mordus de ciné, place aux amoureux de la chanson. Le mois de la francophonie 2025 s'est terminé en beauté avec le très attendu concours de la chanson francophone. Après des demi-finales survoltées orchestrées par les alliances françaises aux 4 coins du pays, 14 finalistes ultra motivés ont enflammé la scène du centre culturel Jiaxing à Shanghai. Ambiance électrique garantie. Et le grand gagnant est, roulement de tambour, Monsieur Huang Xiaoke, représentant l'Alliance française de Chengdu. Il a littéralement fait chavirer le jury avec sa version bouleversante du mythique blues du businessman de Starmania. Une voix, une émotion, un sacré talent. Bravo l'artiste. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Vous connaissez sans doute le célèbre festival de cerf-volant de Berre-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Mais attention, la Chine ne reste pas au sol quand il s'agit de faire voler ses idées. Le 19 avril 2025, les ciels de Weifang, dans la province du Shandong, se sont remplis de couleurs, de formes folles et de bonne humeur à l'occasion du 42e Festival international du cerf-volant. Et
Pas qu'un peu. 250 équipes venues de 51 pays et régions ont répondu à l'appel du vent. Weifang, surnommée la capitale mondiale du cerf-volant, a une fois de plus prouvé qu'elle mérite amplement son titre. Au programme, des créations aussi spectaculaires qu'insolites. Des milliers de pieuvres, le roi singe, Super Mario, Naja et même le premier empereur chinois, Qin Shi Huang, défilent les uns après les autres dans le ciel. Bref, ici, on ne fait pas que lever les yeux au ciel, on y envoie carrément son imagination. Le 19 avril s'est tenu le tout premier semi-marathon de robots au monde. Oui, vous avez bien entendu, 20 robots lancés sur 21 km, aux côtés de vrais coureurs humains. Certains avançaient avec panache, d'autres peinaient dès le départ. Le vainqueur, il a bouclé la course en 2h40. Pas sûr que j'aurais fait mieux. On a hâte de voir la suite. Des robots qui moonwalk à la façon Michael Jackson en pleine course, peut-être. En Chine, on ne rigole plus avec le nettoyage des panneaux solaires. On envoie des robots. Imaginez ces petites bêtes autonomes qui se baladent sur les champs de panneaux, aspirant la poussière et la saleté comme des pros. Le plus dingue, certains sont même alimentés par le soleil. On parle d'une autonomie totale, sans fil ni essence. Est-ce que cela représente l'avenir des énergies propres? En tout cas, c'est fascinant. Pour finir, place à une danse renversante. Une vague de fraîcheur made in China a déferlé sur la scène de la danse mondiale. À Los Angeles, une troupe de Chengdu a enflammé le concours Vibe avec une performance spectaculaire. Résultat, 3e place et une minute d'applaudissement pour la première équipe chinoise à y participer. Regardez cette maîtrise. Une chorégraphie qui mêle danse moderne, opéra du Sichuan et arts martiaux. On adore cette créativité débridée qui fait rayonner la culture chinoise dans le monde entier. Voilà les actus, on passe à la rubrique suivante. Si je vous dis loin des yeux, vous me direz quoi? Loin du cœur, bien sûr. Si je vous dis quand le chat n'est pas là, vous me direz sûrement les souris dansent. Et si je vous dis trop court de fang pi, traduction, baisser son pantalon pour péter, vous me direz quoi? C'est dégueu. Oui, mais bon, ça c'est pas la bonne réponse. Vous devriez me dire tuo ci yi ju, un geste de trop. C'est rigolo, non? Aujourd'hui, dans Sur la langue, on va étudier cette forme d'expression chinoise intitulée xie hou yu. Xie signifie se reposer, faire une pause. Hou veut dire après. Yu, langue, parole. Donc, littéralement, xie hou yu signifie les propos après la pause. Ce sont des expressions en suspens composées généralement de 2 parties. La première partie donne une image, une situation ou une métaphore. La seconde partie donne le sens réel ou la chute, souvent sous forme de jeu de mots, double sens ou humour. Parfois, on ne dit que la première partie, car la suite est devinée ou connue par les locuteurs. Un peu comme votre contrepétrie, la règle, c'est de ne pas donner la solution. Nous allons maintenant étudier 2 xie simples et amusants. Allez, c'est parti. Mao ku lao shu. Le chat pleure la souris. La chute, c'est jia ci bei, fausse compassion. Exemple concret. 2 élèves parlent d'un camarade hypocrite. L'un dit, Xiaoming 昨天抢了我的笔，今天却说我们是好朋友。Xiaoming a pris mon crayon hier, mais aujourd'hui il dit nous sommes de bons amis. L'autre répond, 他是猫哭老鼠，假慈悲，不要相信他。Il fait le chat qui pleure la souris, fausse compassion, ne le crois pas. Allez, un autre. 狗拿耗子. Le chien attrape la souris. La chute, c'est quoi alors? 多管闲事. Se mêler de ce qui ne le regarde pas. Exemple concret, 2 amis discutent à table. L'un dit, 不要吃这个菜，你会胖的。Ne mange pas ce plat, tu vas grossir. L'autre répond, 你别狗拿耗子，多管闲事，我想吃就吃。Arrête de faire le chien qui attrape la souris, te mêler de tout. En bon français, mêle-toi de tes oignons, je mange ce que je veux. Maintenant, voyons un autre xie yu qui est plus sophistiqué. 外甥打灯笼. Le neveu porte une lanterne. La chute est 照旧, éclairer l'oncle. Bon, là, c'est pas évident du tout. En fait, 照旧, éclairer l'oncle, et 照旧, comme avant, comme d'habitude, c'est la même prononciation.
C'est un Xianhou classique qui joue sur les homophones. Voilà une situation. 2 élèves parlent des devoirs à l'école. L'un dit « Xin Lao Shi lai le, 我们的作业变少了吗？ Le nouveau prof est arrivé, est-ce qu'on a moins de devoirs? L'autre répond « 外甥打灯笼照旧，还是很多作业。 Comme avant, il y a toujours autant de devoirs. » Voilà, les Xianhou, c'est tout un art de la langue chinoise. C'est un jeu linguistique unique qui mêle culture populaire, humour et sagesse. En maîtrisant quelques Xianhou, vous allez briller en société en Chine. Ça, je vous le garantis. Un petit devoir, je vous donne la première partie, vous me donnerez la chute. Ni Pusa Guojiang. Un Bouddha en argile traverse la rivière. Écrivez vos réponses dans les commentaires. Pour terminer en beauté, voici une vidéo très connue en Chine. Si l'actrice Rosamund Pike vous dit ça, 脱裤子放屁。 alors vous saurez quoi lui répondre, n'est-ce pas? Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode de Sur le bout de la langue. Salut Luc, Bonjour Lissong, tu vas bien? ça va bien et toi? Très bien, bienvenue à la maison, je t'en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Luc Buono, je suis en Chine depuis plus de 20 ans. J'ai une formation de styliste de mode et aujourd'hui je fais du consulting et de la direction créative et artistique pour des maisons chinoises et étrangères, dans la mode principalement. Et Luc, quel est ton lien avec la Chine? Pourquoi tu es venu en Chine? Je suis venu un peu par hasard en 98. On m'a envoyé pour faire de la formation dans une usine qui fabriquait des costumes. Et je suis venu former les gens au design, à développer des collections. Et ça a été un gros clash parce que je me suis retrouvé dans le countryside de Wuxi. Mais j'ai adoré. Et ça a été le premier truc en 98. Et ce contact-là a fait que j'ai eu une première histoire avec la Chine. Et on m'a redemandé de venir ensuite en 2005. Et je suis là depuis 20 ans en fait. Je ne suis pas reparti depuis 2005. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis consultant. Je travaille pour des marques de mode ou de lifestyle qui développent des produits lifestyle. Et je les aide à soit repositionner leur marque, parce que le marché est assez compliqué aujourd'hui, de retrouver une identité, un DNA de marque. Et aussi, je les aide, il y a pas mal de marques avec qui je travaille au niveau du seasoning, c'est-à-dire toutes les saisons. Je lance les collections avec leurs équipes. En 1998, c'était quoi la mode en Chine? Bah, tout le monde était habillé un peu pareil, partout. Tu avais le costume de ville qui avait la fonction à la campagne, qui avait la fonction à la ville, dans les usines, sur un vélo. Tout le monde était un petit peu habillé de la même manière. C'était pas très fun, c'était pas très coloré. Ça a été assez surprenant, ouais. Toi, tu as vu l'évolution de l'industrie chinoise, de la production à la création. Quel a été le tournant le plus marquant dans cette transformation selon toi? Il y a beaucoup de choses qui ont été liées à l'expo à Shanghai, où on voulait mettre en avant les métiers, le savoir-faire, etc. Et je pense que la Chine, globalement, avait une envie de se positionner comme créateur et comme faiseur, plutôt que comme petite main. Et la mode a suivi dans ce moment-là. On essayait de moins copier, peut-être, ce qui se faisait ailleurs. Et on essayait aussi d'avoir une espèce de fierté de dire on fait aussi les choses bien en Chine. Ouais, peut-être autour de l'expo, ouais, de Shanghai Expo. Ouais, pour moi, dans cette période-là. Ouais. Shanghai mélange influence Est-Ouest. Comment cette ville influence-t-elle concrètement tes collections ou conseils aux marques? As-tu un exemple récent? Je pense que c'est la ville pour faire de la mode contemporaine. Parce que la ville, elle est contemporaine. Il y a plein de choses qui s'y passent en termes d'art, en termes de créativité, en termes d'archi. Tu as tous ces métiers, en fin de compte, qui amènent les ressources pour les designers, pour faire de la création à plein de niveaux. Tu as toute cette vibrante, tu vois, autour de la mode qui est très particulière maintenant et que tu n'as que à Shanghai, je trouve, en fin de compte. Et ça, c'est inspirant, en fait. Les designers occidentaux viennent aussi étudier le street style shanghaïen. Qu'est-ce qui les surprend le plus? Je pense que les designers, je parle des gens de la mode, hein, tu vois, des gens qui sont avertis déjà dans le milieu de la mode. Quand ils arrivent ici, je pense que ce qui les surprend le plus, c'est la liberté, en fait, qu'on n'a plus en Occident. On est quand même assez vieillissant quelque part en Europe, par exemple. On a beaucoup de codes vestimentaires,
on s'habille d'une certaine manière pour prendre le métro, on s'habille d'une certaine manière pour aller travailler. Ici, tu as l'impression qu'il y a une espèce de grande liberté en fin de compte. Et donc, tu as une possibilité de voir plein de styles. Moi, je m'arrête, là, je me mets dans les petits cafés. Tu vois tout dans la journée, en fin de compte, tu vois une palette de modes et de tendances parce que c'est rempli de gens qui prennent des photos de vêtements tout le temps, des jeunes mannequins, et t'as pas cette énergie à Paris. À Paris, t'as pas la petite minette qui se prend en photo et qui change de vêtements dans la rue. Ici, tu vois ça à tous les coins de rue à Shanghai. Donc, tu as une palette tout de suite dans la journée, tu as un instant T de ce que les gens achètent dans la minute. Parce que la nana, elle est dans la rue, elle se change, elle fait son live streaming et tu sais ce qui est acheté tout de suite. Donc, les designers étrangers, ils adorent ça. Et Luc, peux-tu nous parler de ton dernier projet? Alors, un des derniers projets que j'ai fait qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'était un mélange des deux choses que j'aime le plus, la mode et l'art. J'aime beaucoup l'art contemporain. J'ai travaillé sur une capsule collection. Capsule, c'est une mini collection un peu éphémère. C'est-à-dire que c'est deux marques ou deux entités qui vont se mettre ensemble pour faire une petite collection dans un temps donné. Et donc, c'était Zara et une artiste chinoise, une créatrice textile chinoise qui ne fait pas de la mode. Et donc, ma fonction, ça a été de faire le lien entre l'art et les designers, les stylistes de chez Zara pour dessiner une collection. Et donc, ça a été de traduire cette artiste chinoise et donner la compréhension et le décryptage de son art pour faire des vêtements. Et ça a été assez passionnant et c'est sorti il y a 2 semaines en Chine et globalement en ligne chez Zara, dans les boutiques Zara. Donc, c'était un projet assez sympa. Ouais. Pour terminer, un vêtement ou accessoire traditionnel chinois que tu aimerais réinterpréter avec un twist français? Ou peut-être tu l'as déjà fait? Je l'ai fait plusieurs fois. En fin de compte, j'ai pris souvent des éléments chinois. Il y a une pièce que j'adore, que j'ai gardée. Moi, c'est un peu une pièce iconique. C'est un peu comme une parka. Mais en fin de compte, il y a des boutons chinois. Mais le bouton chinois, tu as l'impression vraiment que tu as le West meet East. Mais même si c'est un peu cliché le bouton chinois, sur cette pièce de vêtement, ça fait très vêtement de travail en fait. Et j'adore cette pièce. Et c'est un des mélanges que j'ai aimé faire et qui a eu beaucoup de succès chez les Chinois et chez les Européens aussi. Luc, merci beaucoup pour ton accueil, super sympa. Avec plaisir, c'était bien sympa de t'avoir ici. Et pour ceux et celles qui veulent connaître plus sur ton travail, comment on fait? C'est super facile, c'est lucbiono.com. D'accord. Donc ils me contactent et puis moi je suis partant pour plein de projets. D'accord, super. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Lisson. Ciao. Bye bye. Voilà, ainsi s'achève notre émission sur la Grande Muraille de Chine. Je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission du Journal débridé. Allez, à bientôt.